You know, coming from a different world and only being a politician for a short period of time, how am I doing? Am I doing okay? I'm president. Hey, I'm president. Can you believe it, right? Donald Trump ne rend de compte à personne, excepté à Donald Trump. Il est le seul à décider, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Ce qui est sans précédent, c'est le mouvement de résistance qui est apparu dès le début de la présidence Trump. L'opposition à Donald Trump est la plus puissante que j'ai pu voir de toute ma vie. Évidemment, ça n'est pas une résistance de maquis. Ce sont des gens qui manifestent, qui s'opposent. Cela a commencé spontanément, dans la rue. Et maintenant, ils sont partout. Je résiste aux injustices. Je résiste à quiconque déstabilise le peuple américain. Je résiste à ceux qui s'attaquent à nos enfants. Le seul objectif de l'administration Trump est de rendre plus riche une poignée de milliardaires en appauvrissant le reste du pays et en détruisant la planète. When it comes to battle, we don't want a fair fight. We want just the opposite. We demand victory, and we will have total victory. Believe me. La résistance s'élargit et moi je dis à mes concitoyens, restez debout, restez vigilants, impliqués, soyez actifs. Donald Trump s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas juste faire ce qu'il voulait à la tête du pays, comme le ferait un dictateur du tiers-monde. To get ready for the great battles to come, and that we will win in every case, okay? We will win. Il ne s'agit pas seulement des démocrates, mais de la démocratie. Il ne s'agit pas des républicains, mais de la République. Il faut préserver notre République et affirmer que personne n'est au-dessus des lois dans le plus beau pays du monde, les États-Unis d'Amérique. De toute l'histoire contemporaine des États-Unis, jamais un président n'a connu pareille résistance, pareille défiance. Dès le lendemain de l'élection de Donald Trump, l'Amérique démocrate et progressiste envahit les rues. Armée de pancartes et de slogans. Armée de convictions. Élan populaire sans précédent pour contrer un président élu, mais ô combien détesté. Mobilisation générale pour sauver les valeurs humanistes de l'Amérique. Un an après l'élection, la résistance à Trump n'a qu'une idée en tête, faire tomber le président. Chicago, dans l'Illinois, la troisième plus grande ville des États-Unis. C'est le bastion historique du Parti démocrate, fief politique de l'ancien président et enfant du pays, Barack Obama. Ici, lors des dernières élections présidentielles, Donald Trump a réalisé l'un de ses plus mauvais résultats, à peine 13% des voix. C'est donc tout naturellement que l'opposition au président Trump a installé son quartier général à Chicago pour son premier congrès exceptionnel, le Sommet du Peuple. Plus de 6000 personnes réunies avec une mission, organiser la résistance à Donald Trump, préparer la riposte politique. Et ce soir-là, le mouvement a trouvé son arme fatale, le célèbre acteur Danny Glover, signataire d'une pétition intitulée « Débarrassons-nous de Donald Trump ». Vous savez, évidemment que je n'ai pas voté pour Trump.
Je me suis battu aussi fort que j'ai pu pour qu'il ne soit pas élu. Mais maintenant, on doit résister. Résister contre ce qui est en train de se passer. Donald Trump est le symptôme d'un mal plus profond, ici aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, où l'extrême droite est en train de monter. Danny Glover, acclamé au Congrès pour ses prises de position contre le racisme et contre les inégalités sociales. Résonance avec l'actualité. Laissez-moi vous dire une chose. En tant que descendant d'une femme esclave qui a été libérée par la proclamation d'émancipation, j'ai la responsabilité de me battre pour une société égalitaire, un monde égalitaire, où l'on peut élever nos enfants en toute sécurité, où l'on protège notre planète, où l'on continue à se battre. Comme Danny Glover, les stars américaines s'engagent quasi unanimement contre Donald Trump. Jamais le monde du cinéma, du sport, de la musique ne s'était mobilisé si rapidement, d'une seule voix, pour appeler à la résistance contre leur nouveau président. La révolution commence ici. Combattons pour notre droit à être libres. Quoi qu'il arrive, nous les Américains, nous, patriotes, nous resterons unis pour protéger nos droits et les droits de tous nos concitoyens. Hey Donald, j'ai une super idée. Pourquoi on ne changerait pas nos jobs? Toi, tu reprends la télé parce que tu es un expert en audience et moi, je prends ton travail. Comme ça, les gens pourront à nouveau dormir tranquillement. À Chicago et dans tous les États-Unis, le mouvement de résistance à Donald Trump est apparu dès les premiers pas chaotiques du président à la Maison-Blanche. À peine installé dans le bureau ovale, Trump impose son style, sa méthode, jugée abrupte et dangereux par ses détracteurs. Il se met en scène devant les caméras, entouré de son équipe, lorsqu'il signe des dizaines de décrets sur l'avortement, le climat ou l'un des premiers, sur l'immigration. Ici, le tristement célèbre décret 13769, appelé Travel Ban. Totally, it's not a Muslim ban, but we're totally prepared. It's working out very nicely. You see it at the airports, you see it all over. It's working out very nicely, and we're going to have a very, very strict ban, and we're going to have extreme vetting, which we should have had in this country for many years. Le travel ban, décrété 4 jours après l'investiture de Donald Trump, interdit à effet immédiat l'entrée sur le territoire américain aux citoyens de 7 pays, dont l'Irak, l'Iran, la Libye ou la Syrie. Il provoque une vague de protestations inédites dans tout le pays et dans les aéroports. La résistance à Donald Trump est née. Dès que Trump a annoncé le travel ban, ça a été le chaos dans tout le pays. Il y avait des passagers en vol pour les États-Unis, d'autres qui venaient de décoller vers des territoires inscrits sur la liste des pays interdits. Personne ne savait quoi faire. Un vrai désordre. Même le personnel des aéroports n'avait aucune instruction. Très vite, il y a eu cette réaction populaire extraordinaire, une fusion. Des gens allaient dans les aéroports pour protester contre le travel ban, des avocats se déplaçaient pour aider les passagers. Et puis les tribunaux ont suspendu le travel ban. Ce premier mouvement de résistance réunissait toutes sortes de gens, scientifiques, juristes, associations. Ils ont résisté contre ce qu'ils pensaient être contraire aux valeurs américaines. Des passagers sont détenus sans raison. Certains n'ont pas eu droit à une procédure légale. Ils n'ont même pas accès à un avocat. On est en Amérique. Ce genre de choses n'arrive pas ici. Arrêtez ça. Monsieur le Président, arrêtez ça. Le tribunal fédéral de Seattle a examiné le décret et a dit non, c'est totalement contraire à la Constitution. On ne peut pas bannir une religion entière, une race entière ou un pays.
Le pire dans tout ça, c'est que Trump a passé des mois durant sa campagne à dire « Je ne laisserai pas entrer les musulmans ». Ensuite, une fois président, il a dit « Non, non, je ne vise pas les musulmans, mais seulement les pays dangereux ». Et le tribunal répond « Ça n'est pas vrai. En campagne, vous avez bien dit que vous souhaitiez bannir les musulmans. Voici vos tweets. » Et pire encore, la justice dit « Il n'y a jamais eu aucun acte terroriste aux États-Unis venant de ces 7 pays. » 5 jours suffiront au juge fédéral de Seattle, puis au tribunal de San Francisco, pour suspendre le décret présidentiel. Une première victoire pour la résistance citoyenne et institutionnelle contre Donald Trump. D'autant qu'à ce moment-là, le nouveau président doit aussi faire face à une contestation interne sans précédent au sein du département d'État, le ministère des Affaires étrangères. Quelques heures seulement après la signature du travel ban, le canal dissident, un moyen de communication secret créé durant la guerre du Vietnam, est activé. Il permet aux diplomates américains d'envoyer des notes confidentielles au département d'État pour contester la politique menée par Washington. Durant ma carrière, il est arrivé de temps en temps que quelqu'un envoie un message sur le canal dissident. Mais ce qui s'est passé cette fois avec l'administration Trump est sans précédent. En quelques jours, ce sont des centaines, littéralement des centaines de diplomates américains qui ont utilisé le canal dissident pour protester contre le travel ban. Nous n'avions jamais vu ça de toute l'histoire diplomatique des États-Unis. C'est une indication très importante pour comprendre à quel point les diplomates américains prenaient cette affaire au sérieux. Pour eux, le travel ban était une erreur impardonnable. Avec une telle levée de bouclier, ils ont clairement fait comprendre à la nouvelle administration Trump que désormais, ils allaient être ennemis. Cet événement a posé les bases de la résistance contre le travel ban. Il a renforcé la position des juges en réaffirmant que le décret de Trump est illégal et immoral. Nous avons besoin que les gens expriment leur opposition publiquement. C'est très important pour notre démocratie. 5 mois plus tard, la Cour suprême des États-Unis autorisera finalement le Muslim ban à voir le jour, dans une version moins stricte, concernant moins de pays et moins de voyageurs. Comme souvent avec le nouveau président, la bataille est longue et semée d'imprévus. Dans sa lutte acharnée contre l'immigration, Donald Trump, président, n'a pas oublié ses promesses de campagne. Il n'a pas oublié le Mexique. Trump rêve toujours de construire un mur à la frontière sud des États-Unis. Un haut et solide mur de 3140 km pour stopper l'immigration illégale. Et c'est en plein été que lui vint une idée pour le financer. And we're thinking of something that's unique. We're talking about the southern border. Lots of sun, lots of heat. We're thinking about building the wall as a solar wall, so it creates energy and pays for itself. And this way, Mexico will have to pay much less money. And that's good, right? Is that good? You're the first group I've told that to. It's solar wall. Makes sense. Let's see. We're working it out. We'll see. Solar wall panels. Beautiful. I mean, actually, think of it. The higher it goes, the more valuable it is. It's like... Pretty good imagination, right? Good. My idea. Aujourd'hui, une barrière en métal de plusieurs mètres de haut se dresse déjà sur un tiers de la frontière américano-mexicaine, comme ici au Texas. La monstrueuse barrière, comme on l'appelle dans ce comté de Valverde, l'imposant shérif Joe Martinez la connaît bien. Il est en poste depuis 2008, après 11 années passées au service de la répression anti-drogue à la frontière. Pour lui, le mur proposé par Donald Trump serait un gouffre financier totalement inutile.
Alors ici, vous avez l'État du Texas. Nous sommes ici à Del Rio, dans le comté de Valverde. À l'est, il y a San Antonio, à l'ouest, El Paso, et ici, Brownsville. Vous savez, j'ai entendu qu'il faudrait un tiers de tout le béton du monde pour construire ce mur. Je connais bien les terrains et résidences qui longent la frontière et je peux vous le dire, ce n'est pas faisable d'ériger un si long mur sur toute cette distance. La construction du mur coûterait plus de 20 milliards de dollars. Comme tous les shérifs des États-Unis, Joe Martinez a été élu par les habitants du comté, en majorité d'origine hispanique et à tendance démocrate. Une exception dans un État traditionnellement conservateur. Je ne pense pas que les gens d'ici veulent le mur. Les habitants ont une vie paisible ici. Le bord de la rivière, c'est un très bel endroit. Les gens veulent profiter de leur quartier sans que quelqu'un vienne et leur dise « On va construire un mur dans votre jardin et prendre votre terrain ». Ce que vous voyez là, de l'autre côté de la rivière, c'est le Mexique. La frontière se situe juste au milieu de la rivière. Les gens qui viennent du Mexique passent par ici et ensuite, ils essayent d'aller vers le nord. La plupart viennent pour trouver une vie meilleure. D'autres, c'est vrai, pour faire du trafic. Mais regardez, est-ce que cela vous semble être un endroit pour faire un mur ici? Je ne crois pas. Au Texas, plus d'1 million de personnes seraient en situation irrégulière. 60% viendraient du Mexique, les autres d'Amérique du Sud. Le deuxième État le plus vaste des États-Unis a une longue histoire douloureuse avec son voisin du Sud. Avant 1836, le Texas appartenait au Mexique. Et puis il y eut l'indépendance, la guerre, le pétrole, l'industrialisation, l'échange de travailleurs. Aujourd'hui encore, de nombreux sans-papiers au Texas ne se considèrent pas comme clandestins et profitent de l'aide d'Américains. Javier Mancha est de ces Texans qui participent activement à la résistance. Sa ferme est située sur la frontière, à 2 heures de route de San Antonio. Comme tous les jours, Mancha prend soin de ses 150 vaches, chapeau vissé sur la tête, la peau brunie par le soleil. Comme il le redoutait depuis longtemps, les premiers plans du gouvernement Trump prévoient de construire le mur frontalier sur sa propriété. Peu importe ce que le gouvernement fera, les gens viendront quand même. J'ai vu aux informations que là où il existe déjà une barrière, comme en Californie, les Mexicains ont construit une rampe pour passer au-dessus. De là où ils viennent, ils n'ont pas de quoi manger, pas de travail. Alors ils doivent venir ici et trouver une vie meilleure. La première dame est venue aux États-Unis sans visa. Et pourtant elle est restée et elle a travaillé. Et personne ne lui a demandé de rentrer dans son pays. Alors où est-ce que vous tracez la frontière? En fonction de la couleur de peau? Non. À 70 ans, Javier Mancha est un homme et fermier accompli. Sa grande exploitation lui permet de vivre confortablement avec sa femme et ses 4 enfants. Son père, à lui, est venu du Mexique quand il avait 8 ans. Son histoire a décidé Javier à entrer en résistance et à aider les clandestins qui passent par sa ferme pour s'installer aux États-Unis. Chaque nuit dans cette maison, il leur laisse de quoi survivre à leur longue traversée. Là, regardez ce que je leur donne. Des sardines.
des fruits, des gâteaux, des choses qu'ils peuvent manger rapidement. Ils viennent, prennent ce qu'ils veulent dans le réfrigérateur et ça me va. C'est humain. Moi, je suis très reconnaissant envers le Seigneur parce que j'ai tout ça. Ça remonte à mon père. Je ne peux imaginer ce qu'il a traversé en venant ici pour une vie meilleure. Et sur sa route, quelqu'un l'a peut-être aidé. J'ai entendu des gens à la télé dire « Hé, retournez chez vous, c'est notre pays ». Mais ce n'est pas vrai. Ce pays appartient à tous ceux qui veulent le faire avancer. Pour ce vétéran du Vietnam, la résistance à la politique de Donald Trump se doit d'être visible et surtout concrète sur le terrain. Javier n'a plus qu'un espoir désormais, que Donald Trump quitte le pouvoir le plus rapidement possible. Trump ne comprend pas les règles et les traditions des États-Unis. Et pourtant, je suis sûr qu'on lui a conseillé de faire attention. De faire attention avec le pouvoir qu'il a. Moi, je pense qu'il va être destitué. Parce que non seulement avec le Mexique, mais partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Afrique, il se fait des ennemis. Destituer le président. Du fin fond du Texas à Washington, l'idée fait son chemin dans les rangs de la résistance à la nouvelle administration. Car depuis qu'il est en fonction, Donald Trump semble faire tout son possible pour provoquer son opposition et même lui donner les clés d'une destitution. En point d'orgue, les soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Soupçons sur lesquels enquête le FBI. Dès les premiers mois de son mandat, Donald Trump fait de l'affaire un scandale d'État lorsqu'il limoge le directeur de l'agence, James Comey, alors en pleine investigation. Au départ, l'enquête du FBI ne visait même pas Donald Trump. Mais en renvoyant son directeur James Comey, et après lui avoir demandé de lui être loyal et de ne pas enquêter trop profondément, Trump s'est impliqué de lui-même dans l'enquête du FBI. Depuis, il est accusé d'avoir fait obstruction à la justice. Il s'agit d'une affaire de contre-espionnage. Et l'homme responsable de l'enquête a été écarté par le président Donald Trump, qui voulait mettre fin à l'investigation sur la Russie. C'est le point de départ d'un scandale extrêmement néfaste pour Donald Trump. La plupart des Américains sont choqués, voire incrédules face à cette affaire. Même au sein du Parti républicain, certains élus sont furieux. Ils n'arrivent pas à croire que Trump ait pu faire une chose pareille. Je vous rappelle que de toute l'histoire des États-Unis, c'est la première fois qu'un directeur du FBI est viré sans raison. L'article 2, alinéa 4 de notre Constitution stipule que le président peut être destitué pour trahison ou crime majeur. Cela concerne donc le président Trump. Le député démocrate Al Green est le premier élu du Congrès à demander le lancement de la procédure de destitution, dite d'impeachment. Je me lève aujourd'hui pour demander la destitution du président des États-Unis d'Amérique pour entrave à la justice. Pour aboutir, ce qui serait une première, la procédure de destitution doit être votée par la majorité des représentants, l'équivalent de nos députés, puis par 2/3 des sénateurs. Les deux chambres législatives étant détenues aujourd'hui par les républicains, les démocrates espèrent convaincre les élus déçus de Trump de faire basculer le vote. Il y a un vieux dicton à Washington qui dit « Quand vos opposants sont déjà en train de creuser votre tombe, ne faites rien. Ne leur facilitez pas la tâche avec des provocations, au contraire, faites-leur croire que vous creusez avec eux. » Notre Constitution a expressément été imaginée par nos pères fondateurs comme James Madison ou Alexander Hamilton pour fonctionner avec un système de contre-pouvoir.
et ce dans le but, éventuellement, de neutraliser l'exécutif. Cet équilibre entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire est fait pour empêcher toute dérive du pouvoir. Cette affaire, qui empoisonne le mandat de Trump, se déroule sur fond de guerre ouverte entre les services de renseignement et la Maison-Blanche. D'un côté, Donald Trump accuse le FBI et la CIA de vouloir précipiter sa chute. De l'autre, les services reprochent au président sa pratique peu conventionnelle du pouvoir. Donald Trump, avec son légendaire savoir-faire, est arrivé à la Maison-Blanche en accusant les services de renseignement d'agir comme la Gestapo. Une drôle de façon de se présenter. Et il devrait faire attention, car ces services peuvent être très puissants et pleins de ressources lorsqu'il s'agit de s'attaquer à un président qui a décidé d'entrer en guerre avec eux. Cette guerre a commencé avec la CIA quand Trump a dit qu'il ne croyait pas les rapports de la CIA, qu'il ne faisait pas confiance aux dirigeants de la CIA. Quand le président s'exprime publiquement de cette façon-là, en critiquant les agences gouvernementales, ça affaiblit notre pays. Mais ça, il ne le comprend pas. Trump aurait voulu renforcer l'opposition contre lui, qu'il n'aurait pas fait mieux. Avec ce scandale, l'opinion se radicalise. Seuls 36% des Américains soutiennent le président 6 mois après l'élection. Pire encore, 70% se disent inquiets des liens entre Trump et la Russie. Je suis ici car c'est l'anniversaire de Donald Trump et on lui souhaite nos plus mauvais vœux. En fait, on voudrait juste qu'il quitte le pays. Ça, c'est un billet sans retour pour envoyer Trump en Russie. C'est là-bas qu'il devrait aller. Je suis là pour protester contre Trump. Je pense qu'il doit être remplacé. C'est un très mauvais président. En étant ici, je veux montrer que j'appartiens à ce mouvement de résistance. L'affaire avec la Russie relance l'affrontement entre Trump et la presse américaine. Les médias enquêtent sans relâche pour faire la lumière sur cette histoire, ce qui a le don d'exaspérer le président. Ce dernier ira même jusqu'à publier un montage vidéo dans lequel il moleste un journaliste de CNN. Avec ce genre de provocation, Trump consacre malgré lui la presse comme quatrième pouvoir, de fait dans l'opposition. Certains journaux très critiques contre le président comme le New York Times ou le Washington Post voient d'ailleurs le nombre de leurs abonnés exploser depuis l'élection. Tous les présidents aiment les bonnes critiques et détestent les mauvaises. Le président Trump considère, lui, que tout ce qui est dit dans la presse sur lui est mauvais. Son attitude montre bien qu'il ne croit pas en la presse libre. Quand il parle de la presse ou des médias en général, il dit qu'ils sont les ennemis du peuple. C'est ce qu'on entend en dictature. S'il y a bien une chose que les dictateurs ne veulent pas, c'est une presse libre, libre d'enquêter et d'informer le public. Les journalistes correspondants à la Maison-Blanche ont beaucoup de difficultés à obtenir des accréditations. Ils sont souvent tenus à l'écart des conférences de presse, ce qui n'est jamais arrivé avant avec d'autres administrations. Donc oui, il y a de gros problèmes concernant les droits de la presse avec Donald Trump, ce qui rend notre métier bien plus difficile. Aux États-Unis, l'opposition la plus radicale à Donald Trump se trouve peut-être du côté des Afro-Américains. Seuls 8% d'entre eux ont voté pour le nouveau président. Conséquence inattendue de l'élection, la vente d'armes à feu a explosé auprès des Noirs qui redoutent des violences racistes ou communautaires. La Ligue afro-américaine des armes à feu a même vu son nombre d'adhérents doubler cette année, avec 10 000 nouveaux membres, en majorité des femmes.
Kevin Jones est un ancien marine, devenu instructeur, spécialiste hors pair des armes à feu. Regardez, comme ça vous aurez plus de contrôle sur votre arme. Toute l'énergie vient ici, au niveau de votre poitrine. Ça vous évite de vous faire mal aux avant-bras. Vous verrez forcément des gens qui tirent mal et poum, ils se cognent la tête. Tout ça parce qu'ils n'ont pas la bonne position. Les cours de Kevin Jones sont complets pour des semaines. Du jamais vu. Autre nouveauté, des femmes, souvent jeunes, viennent apprendre le maniement du pistolet semi-automatique 15 mm. Tous ici considèrent que leur nouveau président n'est pas là pour les protéger, au contraire. Je suis là pour apprendre, progresser tout en étant en sécurité. Il y a de plus en plus d'agressions racistes, de plus en plus de haine. Ces derniers mois après l'élection, j'ai été verbalement attaqué et même suivi en voiture par une personne raciste, alors que je conduisais pour aller travailler. Je n'avais jamais connu ça avant. Ça montre que le pays a changé. On a un président qui a été élu grâce aux voix de groupuscules ouvertement néo-nazis. Les mois suivant l'élection de Trump, plus d'1 millier de crimes racistes ont été recensés. Dans certains États, comme ici en Ohio, les groupes néo-nazis se sont multipliés. Les plus actifs, le Ku Klux Klan, qui avait apporté son soutien à Donald Trump. Il compte une trentaine de divisions partisanes rien qu'en Ohio, plus de 900 dans tout le pays. Tragique illustration de cette montée du racisme, la manifestation de suprémacistes blancs à Charlottesville. Face à des militants antiracistes, la confrontation fait des dizaines de blessés, dont beaucoup d'Afro-Américains. Ils sont la première cible de ces néo-nazis, nostalgiques de la ségrégation et de l'esclavage. Au milieu du chaos, une militante antiraciste est même tuée par un jeune néo-nazi de l'Ohio, adorateur d'Hitler. Démonstration raciste, preuve que l'Amérique n'a pas encore tiré un trait sur son histoire douloureuse. Et embarras pour Donald Trump, au lien ambigu avec l'extrême droite. Lors de sa prise de parole après Charlottesville, il choque en renvoyant dos à dos manifestants racistes et antiracistes. But we're closely following the terrible events unfolding in Charlottesville, Virginia. We condemn in the strongest possible terms this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. Pour Tanya, qui a toujours refusé de toucher un pistolet, cette montée du racisme l'oblige désormais à se protéger. Appuie sur ce bouton-là, vas-y. Comme ça? Voilà, maintenant tu es prête. Attends, tu es vraiment prête? Oh mon Dieu, je tremble. Respire fort, relax. Appuie doucement. Voilà, c'était pas si dur que ça. La situation devient hors de contrôle, donc j'essaye de rester en sécurité pour mon bien et celui de mes enfants. Beaucoup de gens se font tirer dessus, il y a de plus en plus de violence. Trump a gagné en faisant l'apologie de la violence. Il laisse les gens faire ce qu'ils veulent, agir comme ils veulent. Quand un crime raciste a lieu, son auteur dit souvent qu'il est un fan de Trump. Ça n'est pas une peur irrationnelle. On voit tous les jours la situation se dégrader. Et maintenant, il est temps qu'on se protège. Même comme ça, je touche la cible. Comme ça marche aussi. On n'est pas en guerre, mais on doit se protéger. C'est triste, mais il faut affronter la réalité. On a trop souvent baissé la tête, nous, les Afro-Américains. On ne peut plus faire ça aujourd'hui.
Ce n'est plus possible. Nous devons prendre notre part dans la société et nous imposer dans la société. Pour les opposants à Donald Trump, plus les mois passent, plus l'élection semble impossible à digérer. La résistance lutte pour empêcher la nouvelle administration de torpiller une par une les avancées sociétales de ces dernières décennies aux États-Unis. Dans les États du centre du pays comme l'Arkansas ou ici le Colorado, on se bat pour préserver de toute urgence les droits des femmes. En priorité, le droit à l'avortement. Chaque après-midi, nos bénévoles appellent des habitants du Colorado et leur expliquent l'enjeu de la protection du droit à l'avortement. Plus on passe d'appels, plus on a de chances de trouver des gens qui seront prêts à nous aider et à aider les femmes. C'est ce que sont en train de faire ces deux bénévoles. Merci beaucoup pour votre don. Oui, dites-moi combien vous souhaitez donner. Dans ce centre de santé à Denver, on s'active pour récolter des fonds. Élu, Donald Trump a signé une loi interdisant les subventions publiques en direction de toutes les cliniques qui pratiquent l'avortement aux États-Unis. Alors pour ces femmes, il y a urgence à résister. Avec la nouvelle administration Trump, notre combat est quotidien. Oui, c'est triste, ça m'inquiète. Parce que ça fait des décennies que les femmes se battent pour leurs droits. Des associations comme le planning familial américain recevaient plus de 500 millions de dollars par an de financement public. La moitié de leur budget. Pour l'opposition à Trump ici, le président mène une guerre contre les femmes. Le docteur Ern, lui, a passé sa vie à combattre les activistes anti-avortement et le Parti républicain. À 75 ans, ce médecin praticien a échappé plusieurs fois à la mort en exerçant son métier. Sa clinique dans la banlieue de Denver ressemble désormais à un bunker ultra sécurisé. Alors ici, on a un double système de verrouillage. Tous les gens qui entrent par là ne peuvent pas aller plus loin et restent enfermés avant d'avoir montré patte blanche. Et toutes les fenêtres que vous voyez ici sont résistantes aux balles. Elles peuvent supporter des balles de cette taille. Il y a quelques années, ils ont tiré sur cette fenêtre. Certains anti-avortements peuvent être très lourdement armés. Ils vont même jusqu'à tuer les médecins, rien ne les arrête. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas l'entrée principale, c'est trop dangereux. C'est arrivé à mon collègue, le docteur Tiller. On lui a tiré dans le bras au moment où il entrait dans sa clinique. Et quelques jours plus tard, ils l'ont assassiné dans une église. Rien ne les arrête. Cela fait 40 ans que j'ai peur, sans arrêt je vis dans la peur. Et je me prépare au fait qu'ils décident de me tuer. Dans les années 90, le docteur Ern, qui pratique aussi l'avortement tardif, est même inscrit par une association de fondamentalistes chrétiens sur une liste de 13 médecins à éliminer. Mais ce qui l'inquiète davantage aujourd'hui, avec l'arrivée de Donald Trump, ouvertement pro-life, c'est le sort réservé aux femmes. Mes patientes sont terrifiées par les pro-life. Elles ont peur de leurs représailles. C'est pour ça qu'elles viennent ici de façon anonyme. Elles ont peur que leurs amis découvrent qu'elles avortent. En plus, elles sont soumises à la propagande anti-avortement. Certaines pensent qu'elles sont dans l'illégalité et qu'elles seront punies par quelqu'un comme Trump. Dans toute cette région, du Colorado, de l'Utah, du Nevada, du Nouveau-Mexique, il n'y a que 5 cliniques qui pratiquent l'avortement. Dans ce genre d'endroit, rien que pour parler à quelqu'un, il faut une demi-heure de voiture quand on est en ville, mais parfois ça peut prendre jusqu'à 8 heures. Certaines femmes doivent même changer d'état si là où elles vivent, l'accès à l'avortement est trop compliqué.
Je suis très inquiète. Maintenant que le pays est contrôlé par les républicains, ils vont essayer d'étendre les lois très strictes qui s'appliquent déjà dans certains États pour en faire une réglementation au niveau fédéral. Et au final, on se retrouvera avec une poignée de fiefs démocrates qui devront gérer seuls des millions de femmes dans le besoin. Cette idée me terrifie. Depuis l'élection de Trump, l'Arkansas a voté une loi demandant aux femmes d'obtenir l'autorisation de leur partenaire pour avorter, même en cas de viol. En Alabama, le fœtus peut désormais être représenté par un avocat. Et le Texas s'apprête à autoriser les médecins à ne pas prévenir les parents en cas de malformation. Alors, aujourd'hui, pour le Dr Hearn, aider les femmes à avorter constitue un acte de résistance politique. En tant que citoyen, je me dois de résister à cette oppression menée par notre gouvernement autoritaire. Ce pouvoir autoritaire de Donald Trump affecte notre vie tout entière. Le pire est à venir, croyez-moi, on n'a pas encore tout vu. Parce que dans quelque temps, vous verrez la Cour suprême, qui est contrôlée par le Parti républicain, essayer de rendre l'avortement illégal. C'est l'ultime projet des républicains. Aujourd'hui, exercer ici ou venir en tant que patiente, c'est un acte de résistance politique. Un acte contre le gouvernement et contre tous ceux qui veulent opprimer les femmes dans ce pays. C'est donc avant tout un acte de résistance contre Donald Trump. L'accès à l'avortement risque aussi d'être compromis par la politique globale de Trump en matière de santé. Trump qui a dans son viseur l'Obamacare. We knew that wasn't going to work. I predicted it a long time ago. I said it's failing. And now it's obvious that it's failing. It's dead. It's essentially dead. L'Obamacare permet à des millions d'Américains modestes d'obtenir une assurance maladie, aux femmes d'être couvertes pour l'IVG, la contraception ou les frais de maternité. Un enjeu vital qui donne lieu à une guerre politique inédite à Washington. Les démocrates veulent bien sûr préserver l'héritage de Barack Obama, mais la surprise vient des rangs républicains où une résistance au sein même du Congrès fait chavirer les plans de Donald Trump. 4 sénateurs ont refusé de voter l'abrogation de l'Obamacare malgré les pressions de leur président. For 7 years, you promised the American people that you would repeal Obamacare. People are hurting. Inaction is not an option. We can repeal, but we should repeal and replace, and we shouldn't leave town until this is complete, until this bill is on my desk, and until we all go over to the Oval Office. I'll sign it, and we can celebrate for the American people. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Donald Trump ne s'en cache pas. S'il veut supprimer l'Obamacare, c'est pour permettre de financer une importante baisse des impôts pour les plus fortunés. Au Congrès, il y a un bureau qui s'occupe d'analyser les propositions budgétaires du gouvernement. Ils ont croisé les chiffres, croisé les données et au final, leur rapport indique que 23 millions d'Américains perdront leur assurance si l'Obamacare est supprimé. Ce serait une erreur de couper l'aide aux plus pauvres, afin de compenser une baisse d'impôts pour les riches. C'est totalement contraire à notre éthique, au fait que nous soyons un pays qui s'inquiète du sort de tous ses citoyens. Sacrifier les pauvres pour que les riches aient encore plus est tout simplement impensable dans le pays le plus riche du monde. Si Donald Trump a tant de mal à convaincre le Congrès, c'est à cause de la pression inédite exercée sans relâche par les élus démocrates et surtout par les citoyens qui ont raconté, témoigné, résisté. Austin, capitale du Texas. Brian a 48 ans. Il est l'un des 23 millions d'Américains menacés de perdre leur assurance santé. Il y a 2 ans, les médecins lui diagnostiquent une grave maladie du foie. L'Obamacare lui a sauvé la vie.
Quand j'étais au plus mal à l'hôpital, les docteurs m'ont dit d'appeler ma famille, de faire venir tout le monde à l'hôpital. Parce que 3 jours plus tard, j'aurais été dans le coma ou mort. Il me restait 3 jours à vivre. Si l'Obamacare n'avait pas existé, je n'aurais pas pu me payer une assurance santé. Les tarifs vont jusqu'à 900 $ par mois et je n'en ai pas les moyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant l'Obamacare, je n'ai jamais eu d'assurance. J'ai toujours cru que j'étais comme un super-héros invincible. Aujourd'hui, avec tous les médicaments que je dois prendre jusqu'à la fin de mes jours, ça me coûterait probablement dans les 6 000 $ par mois s'il n'y avait pas l'Obamacare. Au moins. Si Trump a un problème avec l'Obamacare, il pourrait très bien l'améliorer sans l'abroger. S'il le supprime, Brian ne serait pas le seul en danger de mort. Il serait des millions. Depuis l'élection de Donald Trump, Brian a rejoint les groupes de résistance très nombreux dans le bastion démocrate d'Austin. Cet artiste peintre est convaincu qu'avec une opposition démonstrative et unie, la destitution du président se dessine petit à petit. Grâce à la résistance, grâce à tous ces gens, avocats, journalistes ou simples citoyens engagés, qui comprennent ce qui est en train de se jouer, je ne pense pas que Trump survive à sa première année de président. Je suis sûr qu'il sera forcé à démissionner, ou alors il tombera en essayant d'empêcher une guerre civile. Unteachable, unreachable, but definitely still impeachable. These lies become laws, uncontestable. Ladies and gentlemen, meet the Antichrist, Trump. Élu sur un programme radical, isolationniste, protectionniste, Trump s'efforce de concrétiser son projet, quitte même à se mettre la planète à dos. En retirant les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, le président provoque stupeur et indignation. Une partie de son entourage, comme sa fille ou son secrétaire d'État, a bien essayé de le raisonner, mais Trump a pris sa décision au nom de la défense des emplois américains. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris. It is time to put Youngstown, Ohio, Detroit, Michigan, and Pittsburgh, Pennsylvania, along with many, many other locations within our great country, before Paris, France. It is time to make America great again. Thank you. En réaction, l'Amérique écolo et anti-Trump annonce son intention de résister. Des États comme la Californie, des villes comme New York, Chicago, des entreprises aussi comme Apple, Google s'engagent à respecter les termes de l'accord de Paris à leur échelle. On doit se battre pour la planète, pas seulement pour vous et moi, pas seulement pour nous. On doit se battre pour les générations futures. Quelle décision absurde prise par Donald Trump. Encore une contre laquelle je m'oppose. Les États qui représentent 70% de la population américaine se sont engagés à respecter un certain quota d'énergie renouvelable dans leur capacité de production. Et ce quota est chaque année de plus en plus important. Cela se passe au niveau des États, pas au niveau fédéral, et cela va continuer. Mieux encore, certains États comme la Californie ont annoncé qu'ils allaient considérablement augmenter leur production d'énergie renouvelable pour bientôt atteindre 100%. Tout aussi important, les marchés financiers ont compris l'intérêt des énergies renouvelables. Aux États-Unis, le prix d'une centrale à panneaux solaires est d'1 milliard de dollars pour 1 gigawatt. Pour une centrale à charbon, c'est 5 fois plus cher. Et pour une centrale nucléaire, 15 fois plus cher. Il aime à le rappeler, Donald Trump ne croit pas au changement climatique. Dans son gouvernement, il n'a placé que des personnalités climato-sceptiques aux postes stratégiques.
à l'image de Rick Perry au ministère de l'Énergie. Il est l'ancien gouverneur du Texas, fidèle allié des sociétés d'hydrocarbures. Quand on a demandé à Steve Bannon, l'ancien conseiller spécial de Donald Trump, pourquoi est-ce que vous nommez toutes ces personnalités dégénérées au gouvernement, il a répondu que cela faisait partie de leur grand projet, déconstruire pièce par pièce l'administration, en d'autres termes, détruire le gouvernement fédéral. L'objectif de cette stratégie, bien sûr, est d'élever l'influence des entreprises dans notre société. La domination des entreprises par un gouvernement, c'est du communisme. La domination d'un gouvernement par les entreprises, c'est du fascisme. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons un gouvernement totalement dominé par le pouvoir des entreprises. Trump, l'ami des businessmen. Trump, le roi du pétrole. En arrivant au pouvoir, il autorise la construction de 2 pipelines controversés sur les terres indiennes sacrées du Dakota et sous la rivière du Missouri. Sur place, les Sioux de Standing Rock ont tout fait pour résister et sauver leurs terres. Mais malgré la contestation, les industriels, soutenus par le nouveau président, parviennent à leur fin. La rébellion est matée, le pipeline construit, mis en service 5 mois après l'arrivée de Donald Trump. Mais pour les Indiens, la guerre contre le serpent noir continue. I got the blues, she got the rhythm. I got the blues. Cette tribu de jeunes Indiens était en première ligne de la contestation à Standing Rock. Ils ont combattu des mois durant les forces de l'ordre et la compagnie pétrolière texane qui souille désormais leur territoire. À leur tête, le jeune chef Mason Redwing. Quand je me battais contre le pipeline à Standing Rock, je luttais pour mon peuple et j'étais prêt à mourir pour cette cause. Ça aurait été une mort honorable. J'étais prêt à faire ce sacrifice. Vous savez, encore aujourd'hui, je repense à ce qu'il s'est passé là-bas. C'était dramatique, tout en étant presque jouissif. J'ai de beaux souvenirs de cette lutte. J'ai même rencontré l'amour de ma vie là-bas. Le Dakota Access Pipeline, surnommé le Serpent Noir par les Indiens, est enterré sous terre sur 2000 km de long, du nord du pays jusqu'à l'Illinois. Il doit transporter jusqu'à 1 demi-million de barils de pétrole par jour. Le pipeline est en partie construit sur la réserve de Standing Rock, où se situent de nombreux sites sacrés et historiques, des sépultures et pire encore des rivières, unique source d'eau potable pour les Sioux. Notre combat est loin d'être terminé. L'administration Trump fait tellement de mal à la planète. Ils ont coupé les fonds pour l'Agence de protection de l'environnement. Si vous pensez qu'ils se trompent, que leur soumission au business pétrolier est une mauvaise chose, alors vous faites partie de la résistance. Pour son action d'opposant à Standing Rock, Mason Redwing risque 5 années de prison ferme, accusé d'outrage à agent. Comme lui, plus de 600 manifestants ont été arrêtés par les autorités fédérales. Le long des plaines du Dakota, la résistance au pipeline est considérée comme l'acte fondateur de l'opposition au gouvernement Trump. L'eau contre le pétrole, l'écologie contre l'industrie. It's a great day for American jobs and a historic moment for North America and energy independence. This announcement is part of a new era of American energy policy that will lower costs for American families. Chase Iron Eyes, littéralement Chase aux yeux de fer, est l'un des leaders de la résistance indienne contre le pipeline.
lui aussi a été arrêté à Standing Rock. Lui aussi continue le combat. Ce chef s'appelait Tatanka Iyotake, plus connu sous le nom de Sitting Bull. Il représentait le dernier esprit pur de libération pour notre peuple. Il y a plus d'un siècle, les États-Unis ont commis un génocide ici. Ils ont tué tous les bisons, et nous, les Indiens, on ne pouvait plus se nourrir. Le monde de Sitting Bull a pris fin. Et lui, il s'est lancé dans un mouvement spirituel pacifique appelé la danse des fantômes. Aujourd'hui, dans notre lutte contre le pipeline, nous sommes les danseurs fantômes du XXIe siècle. Pour les Sioux, le Missouri est une puissance de la nature. Ils l'appellent la rivière-mère. C'est ici qu'ils se baignent, qu'ils boivent, qu'ils pêchent depuis des siècles. Et c'est ici, sous ces territoires sacrés, que menace le serpent noir. Who needs a worm? This water is the only Cette eau que vous voyez est la seule source d'eau potable pour toute notre nation, la tribu de Standing Rock, héritier de Sitting Bull qu'on a vu tout à l'heure. C'est la seule source d'eau potable pour nos enfants. Tous les enfants que vous voyez ici, à la moindre fuite de pétrole dans le pipeline, tous ces enfants, ils ne pourront plus vivre là. Ils perdront les terres pour lesquelles sont morts nos ancêtres. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Depuis la mise en service du pipeline, les craintes de Chase se sont concrétisées. 3 fuites ont été détectées. La dernière brèche, à quelques kilomètres d'ici, a laissé échapper 300 litres de pétrole brut. À peine élu président, Trump a été très clair. Il allait être l'ennemi de notre eau, de nos terres, l'ennemi de la liberté pour laquelle des Américains se sont battus jusqu'à la mort. Nous, on est prêts à mourir pour cette liberté. Trump est l'ennemi juré de cette réserve. Sarah, l'épouse de Chase, a porté plainte contre Donald Trump avec d'autres membres de la tribu. Elle veut dénoncer les intérêts financiers qui animent le nouveau président. Tout le monde commence à en avoir assez de cette connivence entre les gouvernements et les entreprises, dans le seul intérêt de faire du profit, au mépris de la santé publique, au mépris de nos ressources naturelles. Les gens observent les prémices d'une dérive autoritaire avec cette administration de Donald Trump. Nous devons résister pour ce en quoi nous croyons. On doit protéger nos enfants, parce que le gouvernement et ses amis du business ne le feront pas pour nous. Après des mois de lutte, les Sioux de Standing Rock attendent toujours des décisions de justice dans l'espoir d'empêcher une bonne fois pour toutes le pétrole de couler dans le pipeline du Dakota. La politique anti-écologique de Donald Trump et la sortie des États-Unis de l'accord de Paris contribuent sans doute à isoler un peu plus le président sur la scène internationale. À l'heure où les amis d'hier semblent être les ennemis d'aujourd'hui, et inversement, les opposants à Trump s'inquiètent de l'avenir des relations historiques entre les États-Unis et ses alliés, en premier lieu avec l'Europe. Lors de son premier déplacement au sommet de l'OTAN, Donald Trump, le climato-sceptique, le protectionniste, le provocateur, n'a pas rassuré ses partenaires. Loin de là. Au cours de son déplacement en Europe, Donald Trump s'est exprimé devant les membres de l'OTAN. Il a alors refusé de s'engager sur l'article 5, qui prévoit que les États-Unis volent au secours de ses alliés en cas d'agression extérieure. Pourtant, tout le monde s'attendait à ce qu'il s'engage. C'était presque le but de cette cérémonie. Ça a contrarié beaucoup de nos alliés, et même sa propre équipe a dit ensuite qu'il n'aurait pas dû venir s'il ne croyait pas en l'article 5. Comme une réplique, la poignée de main musclée entre Donald Trump et le nouveau président français, lors de leur première rencontre, marque le début d'une nouvelle ère diplomatique. Très heureux pour ma part aussi d'être avec le président Trump. On a un agenda extrêmement large à discuter. Votre président français a mis un point d'honneur à saisir la main de Trump sans le laisser partir.
Plus tard, la chancelière Angela Merkel a annoncé que l'Allemagne allait garder ses distances avec les États-Unis. Voilà des partenaires européens essentiels qui aujourd'hui s'interrogent sur leurs relations avec les États-Unis. Désormais, vous verrez sans doute des chefs d'État étrangers attaquer Donald Trump, en conférence de presse par exemple, remettre ouvertement en cause sa politique, ou peut-être qu'ils annuleront un voyage d'État, ou même qu'ils feront publiquement des annonces de défiance contre notre président. Une nouvelle donne internationale. L'Amérique de Donald Trump est incertaine, mouvante, capricieuse, à l'image de sa diplomatie. Les opposants au président voient jour après jour les États-Unis renoncer à leur leadership mondial. Le problème, c'est que dans le monde entier, personne ne sait de quoi va réellement retourner notre politique étrangère. Contrairement à la dernière administration Obama, pour qui je travaillais, il n'y a toujours pas eu une série de briefings diplomatiques et d'annonces publiques expliquant quelle allait être notre stratégie avec l'Asie ou l'OTAN, par exemple. Avec Trump, il n'y a jamais eu d'évaluation stratégique. Je pense que l'Amérique va perdre son autorité sur la scène internationale et son leadership mondial. Laissez-moi vous raconter, quand j'avais 13 ans, j'allais en voyage officiel avec mon père, en France, en Angleterre ou en Pologne. Partout où on allait, on était accueillis par d'immenses foules. Parfois des centaines de milliers de personnes nous attendaient. Ils agitaient même un petit drapeau américain. Les gens aimaient notre pays. Aujourd'hui, je pense qu'on ne reverrait plus ce genre de scène de liesse. Depuis qu'il y a Trump, les gens ont abandonné l'idée que les États-Unis soient essentiels au bon fonctionnement du monde. Autre théâtre d'inquiétude, le Moyen-Orient. Contrairement à ses promesses de campagne, Donald Trump semble avoir pris goût à l'interventionnisme militaire. 3 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, il ordonne le lancement de 59 missiles Tomahawk sur une base du régime syrien près de Homs. Quelques jours plus tard, c'est une bombe de 10 tonnes, la plus puissante des bombes non nucléaires, qui est larguée sur des positions de l'État islamique en Afghanistan. Si les adversaires de Donald Trump ne condamnent pas forcément l'usage de la force dans cette partie du monde, ils redoutent les abus et les actions précipitées. C'est quelqu'un qui n'a aucun but précis, si ce n'est qu'il adore larguer des bombes. Le risque, c'est que s'il pense améliorer sa cote de popularité en larguant des bombes, alors nous sommes tous en très grand danger. C'est très dangereux. Il n'a même pas demandé l'accord du Congrès pour lancer ses frappes, ce que la Constitution stipule. En fait, sa politique étrangère semble totalement déléguée à ses généraux qui décident de tout. Nous avons besoin d'une stratégie claire, en accord avec le Congrès. Really another successful job. We're very, very proud of our military. Did you authorize it, sir? Everybody knows exactly what happened, so... And what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual. So we have given them total authorization. La politique étrangère d'Obama était déjà le prolongement de la politique de Bush, en plus sanglant. Obama a eu recours aux drones militaires bien plus que Bush. Eh bien aujourd'hui, Trump utilise les drones encore plus qu'Obama. Trump largue plus de bombes, il tue plus de gens. Il fait davantage appel aux forces spéciales pour tuer ou kidnapper. Je pense que nous sommes en train de vivre un tournant militariste très dangereux, sans issue. Notre politique extérieure ne peut pas se résumer à tuer. On doit avoir un projet, un objectif. Et avec Trump, il n'y en a pas. Un virage militariste sans réelle stratégie, responsable de la dernière crise diplomatique entre Trump et la Corée du Nord. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. Escalade verbale, surenchère des provocations
Et c'est désormais la personnalité de Trump qui est questionnée à la faveur de ces événements. Narcissique, mégalo et dangereux pour les plus virulents, puéril, provocateur et impulsif pour les autres. Et si le profil psychologique du président provoquait sa chute? Et si le pire ennemi de Trump était Trump lui-même? C'est le dernier espoir de l'opposition pour le destituer. Elle mise sur le 25e amendement de la Constitution, selon lequel le président peut être destitué s'il est déclaré inapte à exercer ses fonctions. The President of the United States. Vous savez, c'est un amendement très précautionneux. Une personne seule ne peut pas l'invoquer. Il y a plusieurs couches administratives de confirmation. Mais je dois dire que c'est un amendement qui correspond parfaitement bien à la personnalité de Trump. C'est pour ça que beaucoup de monde se demande s'il peut servir à le destituer, sur le simple fait qu'il n'est pas psychologiquement apte à exercer ses devoirs de président. Vous savez ce qu'est Trump? C'est un perturbateur, pas un réformateur. C'est un destructeur, pas un fondateur. Un homme dénué de curiosité, très narcissique. Deux caractéristiques très dangereuses quand on est président. Il est arrivé à la Maison-Blanche en pensant qu'il pourrait diriger le pays comme il dirige son entreprise, en donnant des ordres simples. Pourtant, même un enfant peut comprendre comment fonctionne notre gouvernement, qu'il faut respecter la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et qu'ils agissent comme des contre-pouvoirs. Mais ça, il ne peut pas l'accepter. En réalité, la procédure du 25e amendement a peu de chances d'aboutir, car elle doit être initiée par le vice-président. Pour la résistance, la véritable opportunité de contrer le président réside plutôt dans le système électoral américain, avec un objectif, 2018. We still struggling, yeah, we still hustling. Trying to get them dollars, but getting taxed by the government. Trying to get the real thing, but we always get the supplements. How do we get it? De retour à Chicago, le sommet sur la résistance honore la nouvelle génération d'hommes et femmes qui se lancent en politique. Il vise 2018, les élections de mi-mandat, où une grande partie des sièges du Congrès sont remis en jeu. C'est la révolution. On ne peut pas juste résister, on doit avoir des réponses et des solutions. Donald Trump est effrayant, il remet en question tous les aspects de notre démocratie. On doit trouver un moyen de faire élire nos candidats progressistes au niveau local et au niveau national. C'est comme ça qu'on changera les choses. Fidèle supporter de la gauche progressiste, à 42 ans, Johnny a décidé de se présenter au Congrès pour la première fois, histoire de combattre politiquement l'administration Trump. Je viens du Minnesota, je suis candidat au Congrès. Il y a beaucoup de façons de résister. La mienne, c'est de faire partie de la solution. Certains résistent au coup par coup, en disant non, 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 ce qui est important. Mais d'autres doivent sortir du lot et se présenter aux élections. Ma contribution dans la résistance se verra quand je serai élu et que je me battrai pour des valeurs et pour une politique qui seront à l'opposé de celle de Donald Trump. Comme Johnny, tous ces nouveaux entrants en politique ont déjà choisi leur champion. Le phénomène de la gauche américaine, icône de la résistance, capable d'électriser tous les participants du sommet, Bernie Sanders. À 75 ans, le sénateur du Vermont, ancien prétendant à la Maison-Blanche, est en première ligne de l'opposition à Donald Trump. Le combat dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui est difficile. Pas de doute là-dessus. Nous avons affaire à une très puissante caste de milliardaires, avides au point de détruire la classe moyenne de ce pays. Et aujourd'hui, voilà ce que nous leur disons. Nous allons nous lever contre cette caste, contre ces irresponsables. Et nous dirons à ces milliardaires que ce pays nous appartient à tous, que cette démocratie est aussi la nôtre.
Bernie Sanders vient de créer son mouvement au nom évocateur « Notre Révolution ». L'expression d'une partie de l'Amérique bouleversée, empreinte d'un vent de soulèvement. De la rue jusqu'au Congrès, la résistance à Donald Trump impressionne, tant par son ampleur que par sa détermination. Dans ce long combat, tous se battront envers et contre Trump.